Le stress est devenu un ingrédient principal de notre quotidien, avec des conséquences parfois physiques sur le mental et aussi qui va impacter, qui va diminuer la qualité de nos interactions. C'est bien entendu un élément qu'il faut chercher à faire diminuer lorsque l'on est un manager, un leader très actif. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une méthode pour faire diminuer rapidement le stress interne que vous pouvez ressentir. Je m'appelle Nolwenn Bernachas-Solange, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne depuis plus de 15 ans des dirigeants, des managers, des comités de direction au déploiement d'un management serein et efficace. Téléchargez ma masterclass pour vous aussi, dès à présent, ne plus avoir à choisir entre sérénité et efficacité. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça me fait plaisir, ça soutient mon travail et puis ça vous permet d'être au courant des vidéos que je charge régulièrement. Vous êtes probablement un peu stressé, parfois même beaucoup, et vous aimeriez pouvoir rapidement faire diminuer ce niveau de stress. Dans la vidéo, je vais travailler avec vous en 2 étapes. Dans la première étape, on va voir comment vous pouvez faire un diagnostic et comprendre déjà les éléments stresseurs qu'il y a dans votre quotidien. Puis dans une deuxième partie, on verra comment rapidement mettre en pratique de petites choses qui vont vous aider à diminuer votre sentiment de pression, de stress. Alors, premier point, déjà, mais qu'est-ce qui fait que vous stressez au quotidien? Commencez par faire un audit, une analyse des stresseurs de votre environnement. Première typologie de stresseurs, les stresseurs externes, ce sur quoi vous pensez avoir le moins la main. Ça peut être par exemple les interruptions de vos collègues. Vous n'êtes jamais tranquille, il y a toujours quelqu'un pour venir vous déranger. Ça peut être les interruptions indirectes avec des mails, des appels, des SMS, des groupes WhatsApp, des visios qui vont venir en permanence hacher votre quotidien. La première des réactions par rapport à ces stresseurs-là, c'est de considérer que vous avez plus la main que vous ne l'imaginez. Tout d'abord en fixant vos limites. Vous restez maître de votre agenda. C'est à vous d'apprendre à dire non ou non pas maintenant ou oui un peu plus tard. Négocier les délais. Négocier la manière dont vous allez apporter la réponse à quelqu'un. Vérifier si réellement il y a urgence à apporter cette réponse. Vérifier aussi d'être la bonne personne à qui est adressée la demande. Donc, fixer vos limites est vraiment un élément important. Je connais plein de managers qui sont débordés parce qu'ils laissent tout ouvert. Leur porte, déjà, qui fait que tout le monde peut venir les voir en permanence. Alors, évidemment, c'est positif de rester en contact avec ses collègues. Mais vous avez le droit de gérer le on et le off. Vous avez le droit de fermer votre porte chaque fois que vous estimez ça nécessaire pour pouvoir vous concentrer sur une tâche qui demande plus de réflexion, qui demande d'être plus posé. Donc, vous pouvez apprendre à gérer cette alternance, apprendre à dire non, apprendre à fixer vos limites. Parfois, dans les stresseurs externes, il peut y avoir des difficultés en termes de process, des process qui sont mal pensés et qui, du coup, vont démultiplier les tâches, les interactions, les communications. En tant que manager, en tant que leader, vous avez une vraie responsabilité à poser un diagnostic sur ces faiblesses en termes de process. Ça va être l'occasion d'y réfléchir collectivement et d'apporter une amélioration qui sera vraiment bénéfique à tout le monde. Parce que si le défaut de process vous impacte vous, inévitablement, ça a un impact aussi sur vos équipes. Donc vraiment, réalisez aussi cet audit sur les process et chaque fois que vous trouvez que le stress vient d'un défaut d'organisation, mettez en place une réflexion collective pour améliorer ça. Et puis, dernier stresseur extérieur, il peut y avoir le défaut d'organisation de la communication en interne. C'est-à-dire que tout le monde communique sur l'ensemble des supports de communication sans prioriser l'information. Et donc forcément, ça va créer un bruit communicationnel immense, c'est ce qu'on appelle l'infobésité. On est enseveli sous les informations. Réfléchissez collectivement à la manière de prioriser ces informations. Réfléchissez collectivement au choix de vos outils. C'est formidable, les nouveaux outils de communication. On en a développé plein et puis, depuis la crise Covid, on a mis en place dans les entreprises de multiples canaux de communication. Mais au lieu de fluidifier, ça a eu tendance à augmenter, à accroître le volume d'infos et donc à mettre encore plus de pression et plus de stress sur les personnes. Réfléchissez à comment aller à l'économie, à l'épure. Le but n'est pas de communiquer beaucoup. L'objectif, c'est de communiquer de manière pertinente et encore une fois d'aller à l'épure. Donc là, ce sont vos stresseurs
externes. Et en tant que leader, en tant que manager, vous avez beaucoup plus la main que vous ne l'imaginez et surtout, ça ouvre la porte, ça ouvre des perspectives à des améliorations qui seront bénéfiques pour tout le collectif. Et puis, il y a les stresseurs internes. Ça commence par poser une réflexion sur pourquoi vous vivez cette pression. Si on y réfléchit bien, autour de nous et pour nous-mêmes, il y a une sorte de valorisation au fait d'être débordé. On passe notre temps à dire « Non, mais en ce moment, je suis sous l'eau, j'ai plein de travail ». C'est une manière de se valoriser, de penser qu'on est unique, de penser qu'on joue un rôle extrêmement important. Réfléchissez aux peurs qu'il y a derrière ça. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de ce sentiment d'être débordé? En quoi est-ce que ça vous valorise? Et comment vous pouvez faire pour vous valoriser autrement? Car non, être débordé n'a rien d'intéressant. Non, être débordé ne prouve pas que vous êtes plus compétent, plus important qu'une personne qui serait bien organisée, bien structurée et qui ne vivrait pas cette pression. Donc réfléchissez bien aux peurs qu'il y a derrière et allez trouver un autre moyen de nourrir ce sentiment de valorisation dont vous avez besoin. Autre élément de stresseur intérieur, il est probable que vous ayez perdu une forte capacité à vous concentrer. Le patron de Google considère que c'est devenu la compétence rare et une compétence qu'il traque dans les recherches de nouveaux collaborateurs. Nous avons perdu cette capacité de concentration et même je connais plein de personnes qui prétendent ne plus savoir se concentrer mais qui vont aller chercher des perturbations extérieures car ça crée une anxiété de se retrouver seul face à une tâche qui va demander beaucoup de concentration. Donc réapprenez à rester focus sur des temps d'abord un petit peu plus courts qui vont durer 10 minutes, puis 20 minutes et puis essayez de revenir progressivement à un temps de concentration considéré comme optimum qui est 45 minutes. Programmez dans vos agendas ce qu'on appelle le RAM, c'est-à-dire le rendez-vous avec moi-même. Vous programmez dans votre agenda des temps qui sont dédiés à votre concentration et protégez-le des interruptions extérieures et protégez-le des interruptions intérieures, de cette tentation de vous laisser interrompre parce que quelque part, ça vous sauve de ce moment de concentration qui est devenu difficile à mettre en place. Donc, retrouvez ce plaisir du flow, du travail focus. Une fois que vous avez élaboré ce diagnostic et que vous avez mieux compris les stresseurs externes et internes qui venaient perturber votre sérénité du quotidien, eh bien, dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons voir ensemble quelques outils très rapides, très simples à mettre en place pour diminuer le ressenti de stress. Car il y a la partie psychique, subjective du ressenti du stress, mais il y a aussi la partie physique qu'on va ressentir concrètement dans le corps. Première des choses, retrouver de l'activité physique. Et il ne s'agit pas seulement de se remettre à faire du sport ou de faire les 10 000 pas quotidiens, même si vraiment, je vous conseille de le faire. Mais ça peut être, à minima, de sortir de la posture figée qu'on a derrière l'ordinateur. Efforcez-vous, au minimum toutes les 2 heures, à vous lever, à vous étirer, à marcher. Ça va être l'occasion d'aller créer une petite rencontre informelle avec un de vos collaborateurs, avec une personne avec qui vous avez peu l'occasion d'échanger. Profitez-en pour faire des petites pauses qui physiquement vont vous obliger à sortir de la posture. Depuis la crise Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait un accroissement très net des douleurs et des blessures musculo-squelettiques liées à la posture physique. Donc vraiment, efforcez-vous régulièrement de vous lever, de vous étirer. Deuxième chose, réapprenez à faire des pauses et des pauses de rien. Faire une pause, c'est pas prendre son téléphone pour scroller sur les réseaux sociaux. Faire une pause, ce n'est pas en profiter pour faire une tâche qui relève de la vie privée que vous n'avez pas eu le temps de faire à un autre moment. Une pause, c'est un moment pour vous, un moment où vous allez vous ressourcer. Tout est comme une médaille. Si la partie de la médaille, le côté face, est développé et que vous demandez une grande intensité, que vous souhaitez performer au travail, vous devez retourner la médaille et considérer qu'il y a aussi le côté pile, l'autre aspect où vous devez aller reconstituer vos capacités de travail. En termes de temps, il ne s'agit pas de se dire que pour 1 heure de travail, il faut 1 heure de récupération. Loin de là. Vous pouvez récupérer assez rapidement. Mais plus vous êtes débordé, plus vous êtes stressé et plus il est urgent de ne rien faire. Je le pratique régulièrement. Lorsque je perds mes priorités, lorsque je ne sais plus par quoi commencer, je commence par tout débrancher. Faire une pause, respirer, ne rien faire, puis revenir sur mon ouvrage. Et là, avec clarté, vont réapparaître mes priorités. Efforcez-vous de réintroduire du rien.
c'est ce que je vais appeler une crise de calme et on peut pratiquer la crise de calme en un temps très très court. Je viens de dire le terme respiration, c'est le troisième outil. Évidemment, pratiquer la respiration est un excellent moyen de calmer son corps. Et je vais vous inviter à pratiquer la respiration cohérence cardiaque. Je suis certifiée en cohérence cardiaque. J'ai fait ma formation avec le docteur David O'Hare. C'est une pratique que j'intègre beaucoup dans mes coachings individuels. Vous pouvez, dès à présent, vous télécharger une application gratuite qui a été développée par les termes Alvar et qui s'appelle RespiRelax et qui va vous permettre de pratiquer la respiration cohérence cardiaque. À quoi ça ressemble? Eh bien, c'est la méthode 3-6-5 du docteur David O'Hare pour 365, c'est-à-dire si possible tous les jours de l'année. Vous allez pratiquer 3 cycles de respiration par jour. Un cycle le matin, idéalement après le lever, avant le petit déjeuner. Un deuxième cycle en fin de matinée, idéalement avant le déjeuner. Un troisième cycle vers 16-17 heures. Vous savez, c'est le moment où on est fatigué, on a tendance à prendre du sucre pour se redynamiser. 3 cycles de respiration de 5 minutes chacun, avec un cycle respiratoire très précis qui vous sera facile de suivre en ayant le guide RespiRelax. Vous inspirez quand la bulle monte, vous expirez quand la bulle descend. C'est extrêmement simple et extrêmement efficace. On considère que 5 minutes de cohérence cardiaque équivalent à peu près à 30 minutes de méditation pleine conscience. Toute proportion gardée, bien entendu. Pratiquez cette respiration. Faites-le si possible pendant un cycle minimal de 7 à 10 jours et vous allez percevoir un résultat incroyable, une vraie prise de distance, une vraie sérénité qui se met en place au-delà des difficultés concrètes que vous avez au quotidien. Enfin, tout ce que je vous dis là ne sert à rien si vous avez un sommeil de médiocre qualité. On considère que notre temps de sommeil ne cesse de diminuer. Il a énormément diminué depuis le début du XXe siècle et il a encore profondément diminué depuis les années 70. On ne cesse de diminuer le temps de sommeil et la qualité de notre sommeil. Je vous conseille de pratiquer la méthode 10-3-2-1. 10 heures avant le coucher, vous arrêtez le café et le thé, tous les excitants. Alors il y a des personnes qui disent « moi je suis pas sensible à la caféine ». En fait, si vous faites partie de l'espèce humaine, vous y êtes sensible comme à peu près tout le monde. Donc attention, 10 heures avant le coucher, on arrête la caféine. 3 heures avant le coucher, on mange léger. Ce qui est parfois difficile parce que on avale un petit déjeuner rapide, on déjeune sur le pouce devant son ordinateur, puis du coup le soir, on en profite enfin pour se faire plaisir. Eh oui, mais on dort moins bien après un énorme dîner. 2 heures avant le coucher, on arrête de travailler et on arrête d'avoir des pensées liées au travail. Je connais beaucoup de managers et de leaders qui continuent à rafraîchir leur boîte mail professionnelle le soir. Certains le font même avant de se coucher. J'ose même vous dire que certaines personnes que j'accompagne ont des réveils nocturnes et regardent leur mail la nuit. La probabilité de se rendormir est forcément très très faible. Donc attention, 2 heures avant de coucher, le travail n'existe plus. Soyez focus et concentrés sur ce qui est important pour vous, votre lecture, vos proches, votre détente. 1 heure avant le coucher, c'est la fin de la méthode 10-3-2-1, on arrête les écrans, toute forme d'écran. Avouez que c'est difficile. Quand on y pense, le 10, on l'applique pas toujours. Le 3, c'est pas si simple. Le 2, on aimerait, mais on n'y arrive pas beaucoup. Le 1, on a tendance à s'endormir devant notre série préférée. La méthode 10-3-2-1, c'est donc vraiment réfléchir à sa pratique pour restaurer une qualité de sommeil. Car tout ce que je vous ai dit précédemment, si vous arrivez fatigué, épuisé, en manque de sommeil, bien évidemment, de toute façon, votre corps est stressé de base, votre capacité à encaisser les perturbateurs est fortement diminuée et donc, vous allez accroître, jour après jour, le taux de stress jusqu'à arriver à un seuil insupportable. Prenez soin de vous. Un leader qui va bien, c'est une équipe qui va bien. Commencez par montrer l'exemplarité en ayant des pratiques de détente que vous pourrez communiquer ensuite à votre collectif de travail. J'espère vraiment avoir pu vous aider et vous inspirer dans cette vidéo pour que vous puissiez commencer à éprouver plus de confort au quotidien. Si vous avez apprécié, likez la vidéo et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir plein de nouveaux conseils. À très bientôt!